Quatrième et dernière vidéo donc sur Zoro, son évolution, etc., etc. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, je tiens déjà à remercier beaucoup de monde parce que les vidéos, les deux premières, ont fait un nombre de vues assez correct, en tout cas, la première mieux que la deuxième, mais surtout j'ai eu pas mal de retours par message privé et en commentaire, ce qui me motive à faire cette vidéo, malgré que la troisième fonctionne pas trop. Normal, c'est la troisième, faut avoir vu les autres en théorie, donc je compte sur vous pour partager tout ça. Je sais que ça peut paraître bête, mais c'est important, surtout que c'est pas un sujet très vendeur, mais c'est un sujet que j'avais envie de faire. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires, et c'est pour ça qu'on commence cette quatrième vidéo. Quatrième vidéo qui va commencer, et ça c'est l'avantage de faire une série de vidéos, par un petit rattrapage dans la série animée de 1997, celle que j'aime pas, celle qui est un peu fantaisiste, là, avec des monstres partout. Zoro voit son identité découverte par une femme qui s'appelle Isabella, et Isabella va donc devenir une alliée de Zoro, tout simplement. Et c'est une des nouveautés qu'apporte cette série. Nous passons à l'année d'après, 1998, Le Masque de Zoro. Film que j'adore, que j'avais vu au cinéma étant gamin, enfin bref, j'adore ce film. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo à part entière, donc allez la voir, dans laquelle j'explique aussi l'histoire de Zoro en très court. Hein. Là, c'est beaucoup dans cette série de vidéos, c'est beaucoup plus développé, évidemment. Masque de Zoro. Alors, avec tout ce que je vous ai dit, vous voyez que c'est un film, je pense, qui gagne en saveur quand on connaît toute l'histoire de Zoro, parce qu'on voit toutes les références qu'il fait. Parce qu'en réalité, c'est pas un film qui cherche à faire évoluer le personnage plus que ça. On va parler d'un détail après. Mais c'est pas un film qui cherche à faire évoluer le personnage. C'est un film qui fait beaucoup de références aux précédentes versions de Zoro, mais sans non plus que ce soit une espèce de fanservice gratuit. C'est-à-dire que si on ne les voit pas, ben, ça marche dans le film, tout simplement. Donc le film fait plein de références. Si en plus vous connaissez, comme je vous ai dit, l'histoire de la Californie et le plan du méchant, bah ça doit un petit peu tourner là-dessus. Je rappelle, au début du film, on nous dit grosso modo que les Espagnols sont vaincus, qu'ils vont quitter la Californie. Ok, très bien. Zoro il dit c'est bon, c'est fini pour moi. Bon, coup de théâtre, le méchant décide quand même de le finaliser avant de partir. Et dans la deuxième partie du film, on a ce Don Rafael qui revient au pays. Et qu'est-ce qu'il fait quand il revient au pays? Il veut racheter la Californie aux Mexicains. Est-ce qu'il aurait l'intention de la revendre derrière aux États-Unis? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est envoyé par les... Il y a des trucs à creuser là-dedans, mais je vous laisserai voir. Là où le film est intéressant, même si quand j'étais enfant, c'était presque un peu décevant que ce soit pas un film centré sur le personnage de Diego de la Vega. Bon, on a de quoi regarder du Diego de la Vega. C'est que on va nous introduire un nouveau personnage qui sera la relève de Zoro, donc Alejandro Murrieta, comme je vous ai dit, frère de Joaquin Murrieta. Interprété par l'Antonio Banderas au sommet de sa gloire, c'est le film qui l'a starifié aux États-Unis, hein, on est bien d'accord, donc à ce niveau-là, il y a pas de souci. Ce qui est intéressant, c'est que justement, à travers ce nouveau personnage qu'il compose, il peut se permettre de prendre plein de choses de précédents Zoro, sans non plus qu'on ait l'impression qu'il y a une trahison concernant Diego de la Vega. Et concernant Diego de la Vega, eh ben, en réalité, ce film pourrait être la suite de la série de Disney, de la série live-action des années 90. C'est la suite en fait, du Zoro canonique, comme je l'ai appelé, du Zoro qu'on a tous en tête un petit peu, quoi. C'est un peu la suite de ces aventures-là. Donc, il n'y a même pas besoin de vraiment expliquer ce qui se passe avant, bien qu'il y ait une introduction super bien faite et tout, pour nous montrer la dernière sortie de Zoro, qui est un condensé de ce qu'est Zoro. Mais, d'une certaine manière, ils en font la suite. On peut trouver que c'est un manque de respect, etc. Mais, globalement, on n'est pas perdu et on peut le voir, comme j'ai dit, comme une suite à tout ça. Après, pour le reste, regardez ma petite vidéo, j'adore ce film, et puis voilà. La légende de Zoro, qui est arrivée en 2005. Alors, je me souviens que ça avait mis du temps à sortir, il parlait d'une suite, moi je voulais aller le voir, évidemment. Quand il est sorti finalement, bien des années après, je trouve quand même, beaucoup de gens me disaient que c'était pas terrible, et du coup, je suis pas allé le voir au cinéma. Et je l'ai pas vu pendant très longtemps. Et je l'ai vu il y a quelques années, et je vous avoue que je fais partie de ceux qui l'aiment moins. Mais aimer ou pas aimer, ça c'est la partie subjective. Après, il y a qu'est-ce que ça parle, qu'est-ce que ça fait de Zoro. Alors ce qui est intéressant, c'est que le premier film reprenait grosso modo le méchant tyran espagnol, même s'il y a une évolution, passage au Mexique, etc. Mais grosso modo, on est dans cette idée-là. Le deuxième, lui, va reprendre plutôt l'idée du complot d'une société secrète, etc. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien, tout simplement parce que si la première partie, on peut dire qu'elle reprend d'une certaine manière l'image classique, donc le premier arc de la série de Disney, ce film, on peut dire qu'il reprend de manière différente l'arc de l'aigle, donc le deuxième arc de la première saison de la série de Disney.
Donc là, encore une fois, on a cette référence classique au passé. Une des choses qui manque dans le Masque de Zorro par rapport à tout ce qui s'est fait dans Zorro, et d'ailleurs je profite même le Masque de Zorro, The Mask of Zorro, référence à The Mark of Zorro, bref, on est dans la légende. Une des choses qui manquait, le grand classique qui manque, c'est la relation entre Don Diego et son père, donc le triangle, hein, comme d'habitude. Mais, dans ce film, ils le remettent. Mais ils le remettent différemment. C'est-à-dire que c'est, j'allais dire Don Diego, Alejandro Murrieta, qui depuis a changé de nom, mais c'est le même personnage. Bref, Antonio Banderas, son personnage. Il a un fils, et ce fils est fan de Zorro, mais trouve que son père est un tocard. Donc on retrouve ce triangle à ce niveau-là, et donc on retrouve quelque chose de classique. Alors bon, on va pas se mentir, le fils de Zorro dans ce film, beaucoup de gens l'ont critiqué, et je fais partie de cela. Je le trouve pas très intéressant, un peu trop présent, il en fait des tonnes, c'est pour te dire que c'est le fils de Zorro et le petit-fils de Zorro, à travers sa mère aussi, hein, du Zorro d'origine. Ok, d'accord, mais franchement, voilà, quoi, il est un peu trop présent, comme si le film se voulait être trop grand public, trop, qui savent pas trop où viser, il faut viser les enfants, etc. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une fin alternative dans laquelle, à la fin, donc on découvrait que c'était le fils devenu grand qui écrivait cette histoire, donc qui mettait les mémoires de son père, si tu veux, et de sa mère en tant que héros, et qui lui-même après mettait son costume et partait livrer bataille, et ainsi au moins la présence de ce gamin avait un sens. Évidemment, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on aurait préféré qu'il ne soit pas dans le film, mais en fait, on peut pas y échapper. Et la fin alternative n'a pas été gardée parce qu'évidemment, si troisième film il y avait, il fallait qu'il mise sur son duo de stars. Le film met beaucoup en avant le personnage donc d'Elena, donc de Catherine Zeta-Jones, et la met au même niveau que Zorro. Alors je trouve que il y a un truc qui est super quand les deux se comprennent enfin, quand les deux se battent ensemble, c'est qu'il y a un côté fusionnel vraiment de cette espèce de couple qui a l'ADN du renard et qui se battent, qui font leurs lettres sur les fesses des adversaires et tout ça. Il y a ce côté qui est vachement cool, je trouve, même si ça fait perdre un petit peu du coup en iconisation de Zorro, tout simplement parce que Zorro c'est un costume et tout, c'est censé représenter une image forte, et puis du coup, bon, bah, le fait qu'il soit secondé par quelqu'un qui en plus a pas de costume, bah, ça casse un petit peu ça. Bon, c'est de l'ordre du détail, je trouve. Mais globalement, j'ai un peu de peine avec l'histoire de ce film, le coup de la traîtrise, de je divorce de toi, etc., etc. Je trouve ça pas très bien amené et très intéressant à vie personnelle. D'ailleurs, à la fin, il se remarie à l'église. Ils autorisent déjà, même actuellement, les remariages à l'église, mais alors à l'époque, ils autorisaient ça? Je suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, autant le Masque de Zorro que celui-ci, étant des films modernes, avec beaucoup d'argent, eh ben, on peut dire que ce sont des films euh, qui nous livrent des scènes de Zorro absolument fantastiques quand même. Il y a le début de la légende de Zorro, il y a une scène de Zorro et tu te dis mais c'est quand même magnifique, c'est incroyable quand même. Parlons un petit peu du costume, vite fait. Donc, le costume, il est bien fait, etc. Mais on voit, il a des ornements sur le chapeau, des trucs comme ça, un peu dorés, tout ça, qui font que, justement, je disais, le costume, on l'a, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on lui ajoute un petit peu comme épice. Et il faut dire qu'il est vachement réussi, ce costume de Zorro. Donc, voilà. Maintenant, je vous ai dit, c'était un film qui se voulait classique et qui ne se voulait pas innover. Mais qu'est-ce qu'une innovation? On l'a vu, la construction de Zorro, l'image qu'on a en tête, le canonique, comme je l'appelais, eh ben, c'est une construction qui s'est faite pas à pas. On a mis un élément, un autre élément, celui-là, on l'a pas repris un moment, puis on l'a repris. Et à un moment donné, il a été cristallisé, surtout par la série de Disney. Là, ici, on a un changement avec ce Alejandro Murrieta. Est-ce que ça veut dire que la suite n'aurait pas pu être basé sur le personnage d'Alejandro Murrieta? Quand je dis la suite, je parle de la suite de Zorro, littéraire, jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Ça aurait pu être le cas. Et c'est ça qui fait que quelque chose rentre dans l'inconscient collectif, donc dans cette vision un peu canonique. C'est que, en fait, ce Zorro-là n'a pas été plus développé par la suite. On a préféré revenir un petit peu, entre guillemets, aux sources. Mais ça aurait pu se faire, puisque c'est là qu'il y a la création de ce film, ça aurait pu se faire. Elena et Alejandro, etc., etc. Mais ça ne s'est pas fait. Est-ce que ça veut dire que ça ne se fera jamais? Eh ben, peut-être pas. Parce que peut-être que prochainement, on va nous refaire un film qui sera dans la veine de celui-là, voire peut-être un remake de celui-là, et peut-être qu'après, par la suite, on aura une série télé, et je n'en sais rien, etc., etc. Donc,
la construction canonique, c'est aussi quelque chose qui se passe un instant, mais qui est gardé jusqu'à devenir limite intouchable. D'ailleurs, je profite pour le dire. Si de nos jours, on faisait une adaptation de la malédiction du fléau, pardon, de Capistrano, qui depuis a été renommé la marque de Zorro, vidéo précédente, donc du livre d'origine. Si on faisait ce livre d'origine et on l'adaptait tel quel, avec la description de Zorro et tout ça, les gens gueuleraient que ça ne respecte pas Zorro. Alors qu'au contraire, ce serait le truc le plus respectueux de l'œuvre d'origine. Voilà. Donc tout ça pour dire que ces films sont, surtout le premier, vachement bien. Le deuxième, vachement bien à mes yeux. Hein. Vous pouvez aimer le deuxième, etc. On n'est pas là pour parler de ça, évidemment. Mais au niveau de l'image qu'ils ont laissée, ils n'ont pas impacté assez fortement la culture populaire pour que ça fasse évoluer le canon. Et on va voir tout de suite une petite évolution qui a eu lieu tout de suite après, en fait, parce que la même année que la sortie de la légende de Zorro, donc 2005, il y a un nouveau livre sur Zorro qui sort, écrit par Isabelle Allende, qui est une autrice chilienne. Mais ce livre a une petite histoire assez intéressante et je dois un petit peu rembobiner jusqu'à Justin McCauley. Justin McCauley, donc, il crée Zorro, blablabla. Il travaille comme scénariste sur certaines œuvres de Zorro, même la série Disney, il a eu un peu le temps de jeter un œil, etc., etc. Et en fait, à un moment donné, lui, ce qu'il a fait, c'est il a revendu les droits de Zorro pour, je pense, tout ce qui est télévision et tout ça. Lui, il écrivait, je pense qu'il devait toucher un petit pourcentage, donc lui, tant qu'il écrit, etc., il est content. Voilà. Et cette vente a fini par donner naissance à la Zorro Production Inc., qui encore actuellement sont les gens qui ont les droits de Zorro. C'est-à-dire que si vous voulez faire un film de Zorro, il faut voir avec eux. Zorro n'appartient pas à un grand studio, ça appartient à eux. Et soit eux, ils proposent des projets, soit on leur propose un projet. Et justement, avant 2005, puisque le livre est sorti en 2005, la Zorro Production s'est dit, il y a quand même un truc qui cloche. On a des films cultes, des chefs-d'œuvre, des séries cultes, des chefs-d'œuvre. Mais par contre, en littérature, qui est le domaine de base de Zorro, ben on a des livres qui sont des livres pulp et qui ont même pas plus marqué que ça et qui sont presque même plus à jour justement avec la vision qu'on en a. Ce serait bien que un grand auteur se tourne là-dessus. Et c'est pour ça qu'ils ont contacté la chilienne Isabelle Allende. Alors Isabelle Allende, elle fait un livre qui en fait, est une origin story. Pourquoi ça? Parce que de base, quand on lui a proposé le projet, elle a dit non. Elle voulait pas. Elle fait donc un livre qui est une origin story. Hein. Et je profite déjà pour le dire, avant de continuer un petit peu à parler du livre en lui-même, j'ai commencé à lire ce livre le lendemain, après avoir fini le fléau de Capistrano. Ah oui, je peux vous confirmer que le niveau d'écriture, il fait c'est pas contre Justin McCauley, hein, qui est un peu un idole dans ce domaine, mais il faut reconnaître que oui, le livre est quand même clairement mieux écrit. À savoir que sa version originale est en espagnol aussi. Donc, une origin story avec une vision aussi latino-américaine, puisqu'elle est chilienne, et aussi une vision féminine, ce qui amène quand même pas mal de nouveautés. Alors le livre en lui-même, grosso modo, il se finit avec le retour de Diego d'Espagne, hein, et on va nous raconter sa naissance, tout ce qui s'est passé en Espagne, évidemment avec de l'aventure, etc. Hein, comme je vous ai dit, sans doute des inspirations de Don Q, etc., etc. Bref, c'est un livre qui parle de la jeunesse, mais d'une jeunesse, comment dire ça, presque premier degré, où la romance est très forte et très vivace, où la fougue, l'envie de justice, tout ça est très vivace. Il y a vraiment ces sensations un peu à fleur de peau qui sont présentes. Alors, je tiens à préciser que j'ai pas lu d'autres livres de l'auteur, hein, donc j'ai entendu dire qu'elle était connue pour ses femmes, justement, fortes, etc. Et le livre est écrit du point de vue d'une femme aussi. Ça a petite importance. Le changement principal, c'est que Diego n'est plus 100% espagnol de Californie. Il est le résultat, en fait, sa mère est une locale, est une indienne, et donc lui-même, il est métis. 50% indien, 50% espagnol de Californie. Et justement, ça va être quelque chose qui va être considéré d'une certaine manière comme le nouveau canon de Zorro. C'est pour ça que je dis que le canon a évolué, comme le nouveau canon de Zorro. Et encore une fois, je vous en ai parlé un petit peu avant avec celui de Delon et la série que j'aime pas, la série animée que j'aime pas.
On va encore partir sur le fait que justement, s'il est Zoro, s'il est le renard, c'est parce que justement, ça vient des traditions indiennes, etc., etc., quelque chose de local qui va faire qu'il va être le Zoro. Pendant qu'il est en Espagne, donc à Barcelone, il va rejoindre un truc d'une confrérie de c'est quoi, c'est la justice universelle, un truc comme ça, vous voyez. Chose intéressante, donc le personnage de Bernardo redevient un Indien, retour aux sources, et ils se comprennent par télépathie. Bon, ok. C'est une manière de dire qu'ils sont frères, qu'ils sont très proches, etc., etc. Le livre s'amuse justement à introduire plein d'éléments de l'univers de Zoro, dont on a quelques mots sur Sergent Garcia, qui, on apprend, était camarade d'école de Diego quand ils étaient enfants, blablabla. Et le méchant s'appelle Moncada, qui est un méchant que Diego va connaître à Barcelone. Et puis après toutes les aventures et tout ça, il va devenir l'adversaire en Californie. C'est un livre d'aventure. Donc à Barcelone, c'est pas juste je vais à l'école, j'étudie et puis je fais de l'escrime le soir. Hein. Je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse. Donc, pour faire simple, ce livre est un peu, comme ça s'est déjà fait dans les comics, la nouvelle origin story canonique de Zoro. Alors, canonique, ça veut tout et rien dire, parce que ce sont pas des continuités. Hein. Une série choisit son origine, et papa fait ses épisodes suivants dans la continuité du premier épisode. Les films font ce qu'ils veulent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'intention, là derrière, était de moderniser Zoro, de faire un livre important littéraire, enfin plus important, qui ait plus de poids d'un point de vue littéraire, pour mettre Zoro à jour. Est-ce que ça reste, ce que je vous ai dit sur le masque de Zoro et la légende, ça dépend à quel point ça va être réutilisé, mais on voit qu'il y a déjà des éléments qui se mettaient en place, et vous allez voir par la suite qu'il y en a qui vont quand même rester. Ah, oui. Cependant, il faut qu'on fasse un arrêt en 2006. Je vous ai dit que Zoro a influencé Batman, et que Batman a par la suite influencé Zoro. Dans l'univers de Batman de Bruce Timm à la télévision, tout le monde connaît la série animée de Batman, incroyable, géniale, on a grandi en la regardant, on la trouve super, incroyable, un peu sombre et tout, fantastique. Et il y a eu d'autres séries dérivées de ce succès, hein, évidemment Superman, l'Ange de Métropolis, la Ligue de Justice, la Ligue des Justices, il l'appelait, la Justice League, embêtez pas. Et il y a eu une espèce de suite à Batman un peu particulière qui s'appelait Batman la relève, Batman Beyond, en VO, qui était un Batman vieux qui, du coup, prenait un jeune pour devenir sa relève. Pas le masque de Zoro, enfin peut-être s'inspirer de ça. Mais ça se passe dans un futur. C'est dans le futur. D'ailleurs, Batman, il a une combinaison, il vole, il y a un coup d'Iron Man, j'avais trouvé, si vous voulez, au personnage, des choses comme ça. C'est un Batman, donc, du futur. Voilà, Batman du futur. Et se sont dit des gens, mais si Batman, on fait Batman du futur, on pourrait faire Zorro du futur. Et c'est ainsi qu'on connaît le dessin animé Zorro Génération Z. Alors, donc c'est une saison de 26 épisodes. J'ai entendu dire que bien que la série, cette série animée soit américaine, elle n'a pas été diffusée aux États-Unis. La fin de la saison annonce une seconde saison, clairement, mais il y en a pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette version de Zorro? Alors déjà que ça se passe en 2015. Je rappelle, hein, la série est sortie en 2006, hein, donc dans le futur, le lointain futur de 2015, vous voyez. Eh ben, qu'est-ce qu'on a? On a un Zorro qu'on va essayer de rajeunir. Si on a un Zorro qui va à l'université, comme ça fait jeune, je suis à l'école, j'ai des interactions, etc. Bernardo, c'est son camarade qui a à peu près le même âge, qui est évidemment sourd, enfin muet, pas sourd, enfin quand je dis sourd muet, vous comprenez quand même l'astuce, hein, qui est un génie de l'informatique, donc c'est lui qui crée tous les gadgets. Il a pas un cheval, il a une moto, mais qui s'appelle Tornado. Il a un sabre laser, évidemment. Voilà, quoi. Sur le papier, ça peut ne pas être nul, hein. J'avoue que le costume dans le futur, ça fait un peu bizarre, avec le chapeau, c'est un peu bizarre quand même. Et d'ailleurs, petite confession, quand j'étais jeune, j'avais inventé un Zorro du futur avec un sabre laser et j'y jouais. Donc, je peux difficilement jeter la pierre à l'idée globale. Alors, je vais juste lire les notes que j'avais prises sur les armes Kazo. Donc, il a une épée qui peut faire double sabre laser, un peu à la Dark Maul. Il a un fouet laser, et tout ça, c'est sur le même outil, hein, il faut le savoir. Il a aussi un flingue, alors, j'écris flingue, un pistolet, pardon, ça veut dire qu'il peut lancer des trucs et des machins. Et oui, c'est vrai, j'avais oublié, son outil lui permet aussi de créer des objets. C'est-à-dire qu'il peut créer des menottes ou des choses comme ça, des toiles d'araignée parfois. Pour s'accrocher, ça fait un peu Spider-Man. Donc en gros, c'est
C'est Zorro, mais c'est aussi Dark Maul et c'est aussi Green Lantern. Dans cette série, il y a une héroïne féminine, hein, qui s'appelle, je crois que c'est Scarlet Whip, je crois, en VO. Et donc, ils connaissent pas leur identité et tout, puis il y a un petit jeu de chat à la souris, de rivalité, de séduction entre les deux, pourquoi pas. Hein. Les méchants, là, ça fait mal, les méchants. Ça fait mal parce que, alors là, il y a vraiment aucune inspiration de rien du tout. Le méchant, je vous explique, c'est le maire qui est rasé, qui est dans son bureau, en train de faire des plans, alors qu'il est maire, il organise genre des braquages de banque et des trucs comme ça. Depuis son bureau, il envoie ses sbires. En fait, on a une version de Lex Luthor, pour ceux qui connaissent les comics plus qu'autre chose, de ce Lex Luthor milliardaire qui fait des trucs pas sympas. Voilà la version qu'on a. Mais c'est pas il est maire dans le sens où il utilise le pouvoir en place. Non, c'est il fait faire des braquages. Et la série est encore une fois très jeune, malgré que justement on vise les jeunes à l'école, parce que il a une armée de personnages, de méchants qui reviennent à tous les épisodes, qui l'envoient faire des trucs et qui se font tarter puis qui reviennent, et puis lui il est toujours en train de leur crier dessus, etc., etc. On a un sergent Garcia qui, si mes souvenirs sont bons, est dans la police, l'équivalent. Bref. Il y a peut-être plein de choses qui peuvent vous intéresser là-dedans. Je vous avoue que la série m'a assez rapidement désintéressé. Assez rapidement, je me suis un peu désintéressé. Le concept de base, c'est pas le plus parlant, mais l'exécution est pas très bonne. Donc là, oui, pour le coup, oui, on a clairement une évolution du personnage, mais une évolution du personnage qui ne donne pas grand-chose. Une saison 2 qui n'existe pas alors qu'elle est annoncée à la fin de la 1. Et finalement, la série n'a même pas été diffusée dans le pays où elle a été produite. Elle a été diffusée ailleurs quand même, hein, mais voilà quoi. Je ne saurais vous la recommander, sauf par curiosité. Quand même, par curiosité, il y a quand même de quoi regarder. C'est assez intéressant de se dire, ils ont quand même osé, hein, parce que mélanger Batman encore, il y a des gadgets, il y a de la technologie, mais Zorro qui est censé être plus ancien, c'est bizarre. Zorro version Feu de l'amour, c'est ce que vous attendiez, je le sais. Je le sais. Alors, c'est une coproduction entre la Colombie et les États-Unis tournée en espagnol, donc je pense plutôt colombienne, avec de l'argent états-unien, ce qui fait que la série a entre autres été diffusée aux États-Unis, sans doute en visant toute la communauté hispanophone de Colombie, hein, de Colombie, des États-Unis. Ça finit par I, c'est pour ça. Bon, vous avez compris. Ça finit par I aussi. Je disais donc, Zorro, la telenovela. L'épée et la rose. Je vais déjà vous le dire, il y a genre 133 épisodes d'1 heure, peut-être 50 minutes, je me rappelle plus. Je les ai pas tous vus. Je me suis arrêté vers le 35e, je crois, c'est-à-dire quand j'ai perdu le compte, j'ai fait, ah bah zut, c'est dommage, je vais devoir m'arrêter là. J'ai quand même réussi à en voir autant. Et sachez qu'en ce qui me concerne, ça a été une souffrance de tous les instants. Alors, comment vous expliquer d'abord cette série? D'abord, j'ai envie de revenir quand même sur un peu de respect pour ce qu'est une telenovela. C'est-à-dire que les Feux de l'amour, les telenovelas, tous ces machins, on peut trouver ça nul. Il n'y a pas de budget, c'est parfois, on va dire, bizarrement joué pour rester poli. C'est des histoires qui ont l'air d'être à l'eau de rose, ultra dramatiques, etc., qui en font des tonnes. Rien qu'en croisant un épisode, ça me dégoûte. Mais rappelons quand même que c'est d'une telenovela, parce que elle était colombienne aussi, je crois, une telenovela qui est sortie, par exemple, le principe de Ugly Betty, qui a été remaké en Allemagne, hein, Le Destin de Lisa, aux États-Unis, etc. Et c'est quand même quelque chose d'hyper populaire, tant en Amérique latine qu'en Espagne, enfin là où on parle espagnol, c'est quelque chose quand même d'hyper populaire. Et il y a quand même des concepts forts qui en sont sortis. Donc voilà, un minimum de respect pour des choses qui sont culturellement un peu différentes ou qui peuvent nous paraître bizarres, même subjectivement, c'est de la merde. Voilà. Alors, cette telenovela se veut être, on va dire, la suite du livre d'Isabel Allende. Pourquoi? Bah parce que justement, en plus, elle est latino, donc on est dans la continuité, même s'il y aura des différences dans ce qui va se passer et dans ce qui se dit. Je vais essayer de vous résumer un petit peu la chose pour que vous compreniez un peu le truc. Donc on n'est pas centré sur l'action, sur la politique, on est axé sur le côté romantico, l'amour. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer de vous expliquer un petit peu le truc. Moncada, donc celui qui est censé être le méchant chez Allende, mais c'est pas le même. Il va devenir gouverneur de Californie. Donc il va venir avec ses 2 filles là-bas. D'accord? Diego de la Vega égale Zorro.
va tomber amoureux d'une de ses filles. J'ai plus son nom, c'est bête. De la fille numéro 1, d'accord? Il y aura un tout petit peu le coup du triangle amoureux, mais ça ne dure pas très longtemps. Si en 30 épisodes ça n'a pas duré, je vous laisse deviner pour la suite. Bon, bref. Il va tomber amoureux d'une des filles. L'autre fille va tomber amoureuse de Diego. À savoir que l'autre fille, c'est une méchante, hein. C'est-à-dire elle est capable de faire des trucs très méchants, genre le faire boire et lui mettre de la drogue pour l'emmener dans le lit, puis se mettre dans le lit avec, comme ça quand l'autre arrive, elle fait tu m'as surpris avec lui dans le lit alors qu'on est en train de s'amuser. Enfin, je me suis arrêté à peu près là, pour ceux qui veulent la regarder. Moncada lui-même, il a le souvenir de sa femme ou d'une relation qu'il a avec une femme qui maintenant est devenue nonne. Et donc il va la voir en étant un peu justement amoureux, en lui faisant des avances. En Californie, on a Montero, qui lui est donc l'incarnation du général, du commandant de l'armée qui est là et qui maltraite un peu les gens. Lui, il est amoureux de la fille de Moncada, laquelle Diego est amoureux. Je sais plus comment elle s'appelle, j'ai un blanc, pourtant je le savais hier. Donc il est amoureux. Et donc lui aussi, il va faire des magouilles du genre, à un moment donné, il arrête Diego en l'accusant d'être Zorro, hein. Et puis il y a la fille qui arrive, non, tu peux pas, c'est pas lui. Il fait, écoute, j'accepte de le libérer si tu m'épouses. Bah, vous voyez ce genre de truc. Mais c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. Alejandro de la Vega, père de Diego. Lui, il est amoureux de la sœur de Moncada, qui est aussi venue avec toute la famille. Hein, ils vont réussir à se mettre ensemble. Mais, à un moment donné, Diego de la Vega est en contact avec une indienne locale et lui fait subir le même traitement qu'à sa femme, qui est la même que dans le livre d'Allende, c'est-à-dire il la civilise, c'est-à-dire il l'européanise, on va dire, et du coup, il est un peu attiré par elle parce qu'il a la vision de sa femme, donc il est un peu amoureux d'elle, tout en étant l'un et l'autre. Vous voulez que je continue ou j'arrête là? Non, parce que je vais pas réussir à aller plus loin. Je vais pas réussir à aller plus loin. Euh, sur les 30 épisodes que j'ai eu, les 35 par là, Zorro en tant que héroïque, que Zorro héroïque, peut-être une fois il passe dans le fond, un truc comme ça, il apparaît genre 2 fois. Une au début, hein, un peu pour mettre la chose, avec une scène de combat d'ailleurs filmée vachement proche pour qu'on voit pas grand-chose. Et une deuxième, où il se passe aussi un truc, mais je m'en rappelle même plus tellement c'était pas marquant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'histoire de ce truc? Donc bon, vous aurez compris, on déplace le curseur du côté KPDP vers le côté sentimental. Ça peut plaire à des gens. Je suis tombé sur des commentaires de plein de gens qui me disent qu'ils trouvent que c'est une super novella, incroyable, machin, truc bidule. C'est juste que c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas mon truc. Niveau production, alors, pour une telenovela, ça doit être le blockbuster ultime, mais c'est clair que tu sens tout de suite qu'il y a un truc qui colle pas à niveau costume et tout ça, il y a un truc qui est pas à la perfection. Mais c'est pas non plus dégueulasse, à ce niveau-là, je tiens à le préciser. C'est pas non plus dégueulasse. Chose intéressante, comme on est dans le côté romantico, eh ben, tous les acteurs et les actrices sont tous des beaux gosses. Mais des beaux gosses finis. Montero, c'est un beau gosse fini. Les deux filles de Moncada, c'est des belles gosses finis. Diego, c'est un beau gosse fini. Alejandro, le père de Diego, lui aussi, c'est un beau gosse. Ils sont tous beaux gosses là-dedans parce que il faut charmer le spectateur. Subtilité de mise en scène. Euh, Dans chaque épisode, il y a souvent des moments qui se répètent d'épisodes précédents en noir et blanc. Et étonnamment, ces moments qui se répètent, c'est des moments un peu chauds. C'est-à-dire, il y a une scène où justement le personnage de Diego couche avec la fille qu'elle il est amoureux. Et en fait, dans d'autres épisodes, il y a le personnage qui va être triste comme ça, puis d'un coup, t'as le flash où elle se rappelle ses images. Est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai? Mais ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une manière de faire que les acteurs n'aient pas à refaire ce genre de scènes un peu, entre guillemets, qui peuvent être embarrassantes, mais d'en profiter pour en mettre plein pour être un petit peu coquin. Donc on voit, on a des acteurs beaux, on a un côté coquin, voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, il paraît que les telenovelas, souvent, quand on regarde, on se laisse emporter par l'histoire. C'est-à-dire, on trouve pas ça forcément bien, mais on en a besoin de voir la suite. C'est ce que les gens disent aussi sur les feux de l'amour chez nous et tout ça. Pour moi, ça a été une expérience parce que c'est la première fois que je regardais une telenovela. Je me suis dit, je passe un cap, je fais un geste culturel.
le geste culturel s'arrête ici, en ce qui me concerne. Oui, je suis méchant pour une série qui a d'autres ambitions et qui de base n'était pas faite pour moi. Mais j'avoue que avoir un truc type Feu de l'amour en mode Zorro, ben, moi en tout cas, ça a attiré ma curiosité. Il fallait que je le voie. Niveau costume, c'est très intéressant parce que l'on voit clairement l'influence du Zorro d'Antonio Banderas. Le costume est à peu près le même, on a les mêmes trucs dorés là, etc. Le costume, et même l'acteur, il a la moustache et le petit truc là, je sais plus comment on appelle ça là, donc il a un peu la même moustache qu'a je vais y arriver, Antonio Banderas, non pas quand il est en Zorro parce qu'il a rien, mais enfin bref, vous l'aurez compris. Donc on est aussi dans la continuité de ce Zorro là à ce niveau-là. Ce que je vous conseille la série absolument évidemment, mais ceci est une autre histoire. Dans l'évolution de Zorro, elle n'apporte pas grand-chose si ce n'est que justement, ce que je vous ai dit par rapport au livre d'Isabelle Allende, eh ben, il reprend déjà cette origin story un peu changée, mais on a déjà les bases qui sont là, qui sont aussi reprises. Voilà. 2015 jusqu'en 2016, une saison de 26 épisodes de 22 minutes, nous allons, ou nous restons, en France pour la série d'animation en CGI, Les Chroniques de Zorro. Alors, Les Chroniques de Zorro, c'est marrant parce que en magasin, j'ai vu qu'il y avait des livres, Bibliothèque verte, j'ai vu qu'il y avait un jeu vidéo sur Switch, qui a assez mauvaise réputation en règle générale. J'ai vu la vidéo de youtubeur Bibi300 qui lui disait bon ça va, on sait que c'est un petit jeu et tout, ça va. La plupart des gens disent que c'est nul. Je relève pas, je dis pas qu'il a tort, je dis juste que voilà, lui j'ai vu une critique un peu plus développée, un peu plus sympa. Et cette série, elle est pas très intéressante, mais super intéressante. Mais tout en n'étant pas intéressante. Je m'explique. La série, c'est de base un remake de la série de Disney. Donc, le canon classique, le costume classique, tout classique, machin, jusque-là, tout va bien. Le début, c'est même Diego sur son bateau qui revient d'Espagne et qui fait de l'escrime. Bon, là, ils sont avec une pomme, machin, truc bidule, parce que c'est une version très enfantine. Hein, d'accord? C'est très pour les enfants. Mais, comme j'ai dit, c'est, grosso modo, l'histoire de la série de Disney. D'ailleurs, les costumes, même des soldats, sont les mêmes. Des fois, d'une adaptation à l'autre, ils sont rouges, là ils sont bleus, etc. Ça change. Là, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et en plus d'être donc une version très Disney, on rajoute la nouvelle origin story, c'est-à-dire qu'on a un Diego qui est à moitié indien, amérindien, local, indigène, comme vous voulez, d'accord, qui est à moitié de là-bas. Et donc, il va avoir des contacts avec les Indiens, etc., etc. Donc, on retrouve cet aspect-là aussi. Et il a une sœur jumelle qui connaît son secret, comme les séries animées que j'aime pas de 97. D'accord? Donc, on retrouve cet aspect-là. Donc, cette série, très enfantine, qui, je crois, a eu son succès chez les enfants, et tant mieux, hein, ça fait du Zorro et tout, ça permet de continuer à avoir du Zorro. C'est un peu une espèce de croisement de tout ce qui est Zorro. La version que je vous ai présentée comme canonique, ce que Isabelle Allende a apporté, avec d'autres trucs qui précèdent, etc. Tac, 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 tout ça se retrouve là, dans une version qui représente presque le nouveau canon de ce qu'est Zorro. On peut aimer, pas aimer, etc., etc. Mais presque tout est là. Alors après, je vous avoue, comme je vous ai dit, que je suis pas fan de ce type d'animation, j'ai un peu de peine. Si dans les films d'animation, ça passe parce qu'il y a du budget en règle générale, donc ils font toujours des trucs beaux et tout. Dans les séries, c'est souvent moindre, c'est moins intéressant, etc. Et puis bon, après, les scénarios sont très tournés pour les enfants et compagnie. Mais pour le reste, c'est vraiment une nouvelle version de la série de Disney, avec les ajouts modernes. Et à ce niveau-là, c'est super intéressant. Parce que c'est vraiment le Zorro actuel. Si vraiment on veut visualiser une sorte de Zorro actuel, cette série nous fait une synthèse. Après, la série en elle-même, je suis pas forcément fan. Ça, c'est autre. 2024. 2024, on se déplace en Europe pour aller en Espagne, parce que en 2024 est sortie sur Amazon Prime une première saison, pour le moment, d'une série Zorro espagnole. Alors, c'est pas la première série Zorro espagnole, je crois qu'il y en a eu d'autres par le passé, qui se passent en Espagne, blablabla, enfin, il y a des trucs et des machins. Vous imaginez bien que les Espagnols qui ont mis de l'argent dans ce qu'on appelle la période italienne, Zorro, c'est un truc qui leur parle quand même. C'est quand même un personnage hispanique, pour pas dire espagnol. Je veux dire, voilà. Donc, une version moderne de Zorro que j'ai trouvé très intéressante, malgré des trucs très intéressants. Alors,
Cette fois-ci, dans cette série, on ne parle pas, du moins pour le moment, de l'origine indienne du personnage. Donc ça, il le perd, il redevient un espagnol pur et dur, etc., etc. Mais par contre, Zorro, dans cette série, en fait, le Zorro, c'est genre, il y a toujours eu des Zorros qui se succèdent, et c'est quelque chose d'indien. Et il se trouve que bah, le dernier Zorro meurt, et c'est lui qui est l'élu des esprits pour être le nouveau Zorro. Donc on reste dans cette continuité-là quand même, que Zorro, c'est pas juste je me déguise et puis voilà, là ça devient encore quelque chose de plus, il y a quelque chose de mystique maintenant qui accompagne le personnage, etc., depuis quelques trucs, et on est là-dedans. Chose que j'ai appréciée, c'est le costume, qui est très modernisé, même s'il peut paraître bizarre. Alors, si vous avez vu le premier épisode, ne vous arrêtez pas là, parce qu'au début, il remet le costume de l'ancien Zorro, et après, il se fait un costume à lui, et c'est une modernisation qui est étonnamment cool, parce qu'en fait, il a plus vraiment une cape, il a juste un long manteau, comme ça, et ça passe assez bien à l'écran. C'est pas le plus beau Zorro qu'on ait jamais vu, etc., mais c'est une manière de faire un Zorro plus moderne, et qui aussi cherche un peu à casser l'image, peut-être un peu cliché, du super-héros. Je m'explique, Superman avec son slip et sa cape, il y en a qui trouvent ça cliché et un peu, voilà. Donc là, on l'a un petit peu cassé. Pourquoi? Parce qu'on sent quand même dans cette série beaucoup d'influence, j'ai envie de dire, américaine. Tout d'abord, on perd complètement tout l'aspect sympa de Zorro. C'est-à-dire sympa, le gars qui se moque. C'est pas du tout une série comique, c'est une série très sérieuse. Donc il y a un côté presque HBO, j'ai envie de dire. Dans l'idée, hein. Ça veut dire calmez-vous. Dans l'idée, d'accord? On a un Zorro qui est sérieux, premier degré. Les histoires se suivent, il y a de la trahison, il y a de l'assassinat. Je veux dire, c'est pas la série cool et sympathique et familiale, bien sûr qu'elle peut se regarder en famille, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus sérieux et sans humour. C'est un peu une trahison d'une certaine manière du personnage, mais why not? Why not? Tout simplement, je dis ça, why not? Et on sent aussi évidemment l'influence américaine, parce que les Indiens sont beaucoup plus mis en avant, ça aussi, hein, depuis Allende forcément. Peu à peu dans l'histoire de Zorro, on a commencé à mettre plus en avant les Indiens, peu à peu, hein. Pourquoi pas? Il y a plein de trucs où il y en a pas, là il y en a, ils sont beaucoup plus mis en avant, et ils habitaient dans la région, donc pourquoi pas, hein. D'ailleurs, la série live action des années 90 disait un truc super intéressant sur la maison de Zorro, et pourquoi est-ce que ils avaient cette cave? Eh ben, ils disaient que, en fait, celui qui avait fait construire la maison à l'époque, ils avaient peur des attaques indiennes, donc ils avaient prévu tous ces passages secrets pour se cacher, pour que si des Indiens attaquent, bah eux puissent soit se mettre à l'abri, soit sortir de l'autre côté. Donc c'est une bonne explication sympa. Bref, je disais, euh, que la série a aussi une influence américaine parce qu'elle met très en avant des femmes. Alors ça c'est pas une influence américaine, hein, ça s'appelle juste l'équilibre, mais qui parfois part dans l'équilibre un peu américain, c'est-à-dire il y a des personnages où des fois ils sont un peu agaçants, mais je trouve que la série s'en sort quand même relativement très bien, parce que là où parfois on a des personnages féminins agaçants au cinéma états-unien, à vie perso, là je trouve qu'ils ont ces caractéristiques-là, mais elles ne font pas juste ça en mode voilà c'est comme ça, je suis trop bien, je suis trop forte, t'es trop une merde. C'est un peu plus subtil que ça et je trouve que la série le gère vachement bien. Donc votre avis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur ces sujets-là, ça peut être intéressant si on parle comme des adultes évidemment. Ouais. euh, mais je trouve que la série le gère plutôt vachement bien. Alors après, il y a des trucs qui m'agacent, moi, dans le travail de mise en scène, là, ce coup des lumières bleues et, on va dire, jaunes, ce qui fait un peu de vert aussi. Cette esthétique-là que reprennent tous les films et tous les trucs un peu sans idée, bah ça se retrouve là-dedans. Bon, après c'est une série télé, mais c'est une série télé sur Amazon Prime, donc il y a quand même une idée de budget, il y a quand même une représentation de Zorro qui est ma foi plutôt intéressante. Et là où je m'apprêtais à cracher sur la série quand je l'ai vue, honnêtement, parce que quand on m'a dit ouais, il y a plus d'Indiens, machin, puis en plus je me suis dit, tu vois, l'esthétique, le truc, le machin, et en plus l'acteur qui fait Diego et Zorro, que c'est un acteur que j'ai un peu de peine, ils l'ont mis dans le rôle du Cid. Et ben je trouve qu'il passe vachement bien dans ce rôle. C'est-à-dire que c'est un acteur de folie, mais il passe bien parce que bah, il a une bonne tête de Diego, etc. À savoir aussi intéressant que la série, alors au début c'est juste écrit Californie 19e siècle. Débrouille-toi. Mais on apprend qu'en fait, on est clairement dans la Californie mexicaine. Là, c'est sûr, il y a eu l'indépendance et on est en période Californie mexicaine. Et d'ailleurs, il y a des débats sur l'indépendance et des trucs comme ça qui sont en train d'avoir lieu. Voilà, voilà. Je vais donc m'arrêter là pour cette aventure Zorroesque. Tout simplement parce qu'il y a la série de Jean du Jardin qui va sortir. Certains journalistes ont pu la voir, moi non. Ils ont dû penser que je connaissais pas assez le personnage. Non, bref. Non, mais je vais m'arrêter là.
Il y a sans doute des films, ou peut-être même des séries, ou des choses de certains pays que j'ai oubliées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mentionner, n'hésitez pas à dire ce que ça apporte au personnage qu'ils ont essayé d'apporter, même si c'est pas resté après par la suite. N'hésitez pas à le préciser, c'est surtout ça qui est important. Puis si vous aimez, vous aimez pas, aimer ou pas aimer une série ou un film, c'est secondaire, hein, c'est pas ça qui est important ici. Hein. Euh, je pense qu'on a fait un panorama quand même relativement très intéressant, qui permet de voir l'évolution du personnage et de comprendre aussi ses œuvres parfois à travers l'histoire de la Californie, à travers l'évolution du personnage et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Comme je vous ai dit à travers le masque de Zorro et la légende de Zorro, est-ce que, comme je vous ai dit, les chroniques de Zorro, la dernière série d'animation CGI française, qui cristallise un peu tout ça, est-ce que ça va rester ou est-ce qu'on va revenir à Disney, qui a un peu l'image que tout le monde a, ou est-ce que ça va encore évoluer? Je ne sais pas, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Pour le moment, il y a quand même des choses qui commencent à rester, même si elles ne sont pas forcément dans la tête de tout le monde. Donc maintenant, si on refait juste un portrait robot de Zorro, vite fait, hein, une version canonique, eh ben Zorro, maintenant, c'est un métis, indien, espagnol de Californie, qui revient d'Espagne, qui est choisi, qui est élu, qui est dans la continuité d'une tradition locale pour être le Zorro. Hein. D'ailleurs, les Indiens doivent pas dire Zorro, je pense, hein, puisqu'ils doivent parler en VO, donc Zorro c'est de l'espagnol, enfin bref, c'est un autre détail pour être le Zorro, et il peut avoir une sœur ou une alliée féminine qui connaît son secret. Voilà en gros ce qu'est Zorro actuellement. J'espère que vous avez aimé ces vidéos, je compte sur vous pour le travail, partage, pouce, etc.